Salut les devins, c'est Saikyo, on se retrouve aujourd'hui pour ma review du 18e épisode de Dragon Ball Daima. Il ne nous reste plus que 2 épisodes de cette série-là, peut-être 3 si le dernier est un double épisode ou rallongé ou autre, mais bon, voilà, il nous en reste 2. Épisode qui a su faire parler de lui, qui continuera de le faire dans les prochaines semaines, mois et probablement années à minima de par sa qualité d'animation, qui est vraiment d'exception, qui sort du lot, je tiens à le signifier dès le début de cette review, ça me paraît important. Elle sera dédiée, cette vidéo, à des sujets beaucoup plus profonds par la suite, donc je préfère quand même souligner vraiment ça. Techniquement, artistiquement, le staff a fait d'énormes efforts. Beaucoup crié au niveau film en épisode 17, je l'ai plutôt aperçu dans ce 18e épisode. Avec la particularité d'avoir également un français aux manettes sur l'épisode, on a eu Sanda de nouveau qui a posté ce visuel et ce message de remerciement pour les équipes ayant participé à l'épisode 18 de Daima et remerciant pas mal de beaux mondes dans la production et notamment de ses aînés dans le milieu. Nous précisant qu'il était là à l'animation clé de la première partie de Goku SSJ3 face à Goma et la transformation de Goku. C'est quand même du costaud. Alors en ce début de review, je voudrais directement rentrer dans le dur d'emblée et soulever une problématique fondamentale qui dépasse le simple cadre du divertissement. La fragmentation de la perception et de l'exigence collective face à une œuvre ou un produit culturel, et notamment ici Dragon Ball. Si vous passez un minimum de votre temps sur les réseaux, vous l'avez vu, les opinions sont à ce jour très partagées concernant cet épisode numéro 18, ce qui me fait aussi penser qu'il faudra le digérer, prendre du recul, du temps, de la mesure, rappelant les jurisprudences Virus ou encore Goku Black Rosé, qui étaient la risée de la communauté Dragon Ball, voire même en dehors, et qui aujourd'hui sont devenus de grands classiques. Il conviendra également de patienter pour l'épisode suivant, voire même jusqu'au dernier, il ne reste plus que 2 semaines, afin, vous savez que cela me tient à cœur, de pouvoir juger sur pièce, notamment pour une transformation qui n'a pas d'explication outre mesure pour le moment, hormis celle fournie visuellement, car techniquement on a bien compris comment Neba a agi sur Son Goku, ça a été plus que bien montré, mais quelques dialogues pour expliquer ce qu'il a concrètement réveillé seraient bienvenus et pourquoi pas pertinents. En tout cas sur cette thématique que je souhaite aborder, vous pouvez remarquer que sur le sondage que j'ai proposé, sur 4000 votants à peu près, et merci à tous ceux qui ont participé, c'est toujours ouvert après cette review évidemment, 55% ont voté pour top, 24% pour moyen et 21% sur 0. Le positif l'emporte ici haut la main, mais si vous allez vous plonger dans les commentaires sur divers réseaux, sur mes publications ou autres, peu importe, dans l'expression écrite, voire parfois orale, c'est beaucoup de négatifs qui ressort. Donc au final, bien qu'il semble, et je ne prends pas mon sondage pour une généralité, mais simplement pour un point d'appui, qu'il y ait tout de même une majorité silencieuse qui s'écarte des débats que l'on peut avoir sur les réseaux, qui vote simplement et qui l'a préféré. Au global, c'est quand même très partagé. À ce jour, à date, aucun consensus ne peut ressortir, et en premier lieu, il convient de traiter d'une crise du référentiel commun. Autrefois, une œuvre s'imposait comme un repère structurant dans son domaine, et Dragon Ball l'a fièrement été. Aujourd'hui, chacun a son regard sur la qualité visuelle, sonore, scénaristique. Certains trouvent Daima très cohérent, d'autres extrêmement incohérent, chacun a ses arguments. Aujourd'hui, avec la multiplication des visions individuelles, que j'encourage évidemment, mais à ce jour, il est quasiment factuel de dire que chacun a son Dragon Ball, que chacun a son expérience avec, son vécu, son relationnel. Vous vous en doutez bien, avec tant d'années passées sur YouTube, j'ai croisé des personnes qui n'apprécient que les films Dragon Ball, les films DBZ par exemple. Certains ne connaissent pas les premiers films Dragon Ball sortis, d'autres n'ont vu que l'animation et l'ont commencé qu'à partir de Raditz et l'ont fini avec Boo ou à la limite avec GT. Certains n'ont jamais lu les tomes, d'autres n'ont lu que les tomes. On a donc une multiplication exponentielle de ces sous-groupes de personnes qui sont chacun à respecter et il n'existe plus aucun socle commun de qualité. Je n'entends pas par là le consensus ultime absolu. Il y a eu des déçus même de Dragon Ball le manga, alors que c'est à mon sens la pure masterclass, mais bon ce n'est pas grave. Il y a eu d'énormes déçus de DBZ ou autres qui sont considérés aujourd'hui comme légendaires. Ce n'est pas ça la problématique, c'est le fait de pouvoir exprimer communément une parole audible, crédible et plutôt de masse, histoire d'être suffisamment saillant aux yeux et oreilles d'un producteur, tel que Akio Yoku. Et l'on se retrouve avec chaque groupe qui propose, voire parfois impose, sa propre grille de lecture, telle que je le soulignais, cohérence, lore, visuel, fidélité à une essence qui n'est que subjective, rendant impossible une évaluation non pas à l'unanimité, mais à la majorité, pourquoi pas. Lorsque l'on parle d'une œuvre, d'une industrie, ce sont ce genre de gros équilibres qui font pencher la balance, là où évidemment les fans ultimes vont décortiquer l'œuvre jusqu'à son noyau. De l'œuvre au produit ou du produit à l'œuvre, peu importe, il y a une bascule économique et créative. Ce glissement du statut d'œuvre à celui de produit est le symptôme d'une industrialisation du contenu. Des exemples phares avec le MCU, Star Wars, le mythe
en lui-même est devenu une marque. Les studios, dans une logique de marché, conçoivent des contenus standardisés, où l'adhésion du public ne repose plus forcément sur l'excellence intrinsèque, mais plus sur la consommation rituelle et nostalgique, ce qui suggère forcément le pouvoir des fans. La révolution par ces derniers est-elle devenue impossible? Le nerf ici est que si les créateurs et ayants droit échouent à répondre aux attentes, le changement doit venir d'en bas. Mais ce renversement ne peut avoir lieu, car les fans eux-mêmes sont partie intégrante du problème. Ils critiquent, mais soutiennent, créant un écosystème où parfois la médiocrité devient acceptable tant que la marque survit, ainsi qu'un système au cœur duquel un moindre mal peut parfois ne pas être perçu comme un mal, mais comme un bien relativement acceptable. Il y a une dynamique paradoxale qui se crée entre exigence et attachement. Le cas Dragon Ball illustre un paradoxe vraiment puissant. L'œuvre est assez forte pour générer des attentes élevées, mais bien trop ancrées pour être abandonnée en cas de déception. Bien que critiquées, les franchises historiques bénéficient d'une inertie qui dépasse la logique de qualité pure. Alors je vais peut-être aller un petit peu loin, mais c'est assez simple à percevoir. Cela me fait penser au cycle de l'éternel retour, présenté par Nietzsche. Là où l'histoire de ces franchises se répète sous différentes formes, sans jamais atteindre une perfection attendue, ni même des attentes globales au doigt mouillé de satisfaction. Tout dépendra de à qui appartient le doigt. C'est assez simple, c'est un cycle durant lequel l'histoire de ces franchises, dont Dragon Ball, se répète sous différentes formes. Les fans espèrent, critiquent, consomment, se révoltent, mais reviennent toujours, voire même plus nombreux encore, témoignant d'un attachement si fort à des œuvres qui ont cessé d'être des créations singulières pour devenir des mythes vivants, façonnés et perpétués par ceux-là même qui les condamnent. Ce débat-là que j'ai voulu porter à votre attention en début de review touche à la question essentielle de la nature de l'art dans ce monde dans lequel on vit, concrètement ultra marchandisé, avec pour interrogation de fond, une œuvre peut-elle encore transcender sa propre industrialisation ou est-elle condamnée à n'être qu'un produit en perpétuelle régénération, incapable d'atteindre la grandeur qu'on lui réclame. Propos qui gagne en développement si vous l'adossez à l'une de mes reviews il y a 2-3 semaines environ, lorsque je pointais du doigt le fait que les œuvres proposées actuellement, et on va rester dans le giron du manga, ne proposent plus rien de fort, ou en tout cas plus rien de fort au point d'être à la fois grand public et de niche, d'être intemporel, d'être intergénérationnel, d'être d'ultime classique et chef-d'œuvre. C'est beaucoup plus difficile de le faire une fois que le chemin a déjà été pavé, c'est une évidence, mais c'est aussi un triste constat. Et de voir que les magazines, notamment de prépublication, sont de plus en plus carénés par les éditeurs et rédacteurs en chef pour que la sélection de mangas et les mangas émergents ressemblent de plus en plus à ce qui se faisait au préalable et ressemblent de plus en plus à des produits qu'à des œuvres. D'où le fait que l'on a connu des générations d'or du manga, avec des Cobra, Ken le survivant, Astro Boy, Dragon Ball lui-même, mais aussi des mangas un petit peu plus récents mais qui commencent à dater. One Piece, Bleach, Naruto, après la fin des deux que je viens de citer et le maintien de One Piece, malgré le fait que son auteur soit de plus en plus épuisé, on a eu pas mal d'œuvres pour tenter de prendre le relais sur cette sphère-là avec plus ou moins de succès. My Hero Academia, L'Attaque des Titans, Nanatsu no Taizai, Black Clover. On en arrive sur une génération encore plus récente. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Tokyo Revengers. Et là, on sent encore plus les symptômes, beaucoup plus de ressemblance avec des œuvres connues. Autre point cité dans la review précédente, des œuvres souvent relativement courtes. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Tokyo Revengers non plus par ailleurs. On se retrouve avec des formats beaucoup plus courts, une narration plus condensée, des productions animées de haut niveau, ça c'est évident, que Daima a tenté de mettre en avant également, il faut le dire. Et là où Daima a pris le toit contre-pied, c'est vis-à-vis de l'approche souvent, pas toujours, mais plus adulte et hybride. Beaucoup de ces mangas, Chainsaw Man, Attaque des Titans, flirtent avec le seinen que le shonen. On est dans cet entre-deux, d'où le fait que Diversity les qualifie un peu à leur sauce. Et dans la new gen de manga, il n'y a pas de nouveau grand 3. Bon, on n'en attend pas forcément 3, mais on s'est compris, il n'y a pas de référence aussi iconique que celle des années 2000 et qui les ont précédées. On a tenté de diversifier et moderniser le shonen avec une influence grandissante des codes narratifs et visuels du seinen et du cinéma d'animation. C'est à peu près tout ce qu'on a fait, et c'est à mon sens, une fois que des chefs-d'œuvre tels que l'Attaque des Titans sont passés, très peu, trop peu. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, il n'y a pas de solution miracle qui apparaît ainsi. J'ai tenté d'y réfléchir un petit peu, c'est pas moi qui va bouleverser le monde du manga, mais si je peux jeter une bouteille à la mer, tout d'abord, je pense qu'il y a un modèle économique à redéfinir. Et il faudrait sûrement songer à un meilleur équilibre créatif et commercial. Surtout que les deux ne sont pas incompatibles du tout. Dragon Ball lui-même en a été la preuve. Et Toriyama avait l'art de surprendre les fans. Ce sont ces chocs ponctuels qui ont fait que l'œuvre a fonctionné. Pas le fait de se calquer sur ce qui marchait à ce moment-là, bien que son éditeur était là pour le rappeler à l'ordre, et il y avait justement une forme d'équilibre qui tente à se perdre, avec pour problème actuellement que l'approche
quasiment purement marchand des franchises majeures et même des nouvelles, directement en tant qu'œuvre produit, favorise l'exploitation d'une marque plutôt que de création artistique. Et ça se ressent peut-être d'autant plus quand on a un auteur comme Akira Toriyama qui en fin de vie était touché d'une tumeur au cerveau. Je ne sais pas si on se rend compte du truc, j'ai ce que l'on appelle, vous le savez si vous avez vu ma FAQ qui date maintenant, une pseudo-tumeur cérébrale, et je peux vous dire que j'ai des symptômes, notamment des douleurs, que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi si j'en avais un, et lui avait la réelle tumeur au cerveau. Être créatif dans ces conditions-là me paraît relever quasiment de l'impossible, de l'exploit. Bien que cela apparaisse comme un cas particulier, pas tant que ça. Les divers auteurs finissent tous avec de gros troubles, problèmes de santé liés à leurs horaires, dormir 4 heures par nuit pendant des années, déjà faites-le une semaine. Ceux qui travaillent, et il y en a de nombreux qui m'écoutent qui travaillent de nuit ou autre, les 3-8 et tout, connaissent très bien cela, ça fait mal. Le faire sur plusieurs années, une grande partie d'une vie, voire toute une vie professionnelle, c'est catastrophique. Alors à quoi on peut penser comme solution? Des modèles un petit peu plus hybrides entre production grand public et des créations plus audacieuses. Développer des formats peut-être premium pour les fans exigeants, avec des films, des mini-séries, avec une direction artistique plus ambitieuse. Dans un second temps, favoriser un nouveau rapport entre les créateurs et les fans. Ils sont vraiment les deux faces d'une même pièce et se font face avec au cœur de leur relation un même problème. Les ayants droit sont souvent déconnectés des attentes des fans, bien que Iyoku lui essaye de passer par ses études de marché depuis la Dragon Ball Room. Pour cela que l'on a eu le retour de Mirai Trunks, de Broly, de Gohan, beaucoup de points nostalgiques ainsi jusqu'à aujourd'hui flirter avec tout ce qui fait Dragon Ball, y compris GT et le Super Saiyan 4, les communautés elles-mêmes peinent à exprimer une demande unifiée. Dans ce cadre-là, il faudrait peut-être que l'on ait des sortes, c'est une idée, une proposition de conseil consultatif de fans intégrés au studio, composé de passionnés crédibles, que l'on peut qualifier d'historiens de la franchise, de critiques reconnus. Pas besoin que la personne soit suivie, au contraire, pourquoi pas faire des tests avec des sortes de focus group experts avant de valider des choix majeurs. Arriver un petit peu vers le manga open source en quelque sorte. Il faut éviter les dérives, il faut pas que tout à chacun puisse mettre sa main à la pâte, sinon elle va être rapidement avariée, mais expérimenter des arcs scénaristiques en testant différentes directions avant la validation finale, pour nous permettre de passer de la consommation passive à l'engagement actif, afin de rompre le cycle du retour éternel de Nietzsche, avec pour problème que les fans critiquent mais continuent à soutenir financièrement des contenus qu'ils peuvent juger médiocres. Il faut donc informer la communauté sur l'impact de ces choix économiques, favoriser la qualité, pas jusqu'à poser des labels de qualité, mais bon, c'est déjà un petit peu ce que tente de faire notre société, mais c'est vérolé, tous les sites avec des avis, avec des notes, etc. Franchement, je préfère un petit sondage sur une chaîne YouTube obscure que voir les avis sur tel ou tel site de référence. Vous le voyez pour les restos, c'est à chaque fois noté 5 sur 5, et quand j'y vais, c'est mauvais. Pas toujours, mais quand même souvent. Est-ce que créer une plateforme de notation indépendante serait intéressante? Pourquoi pas? Dédiée au manga, à l'animé, là où experts et grand public cohabitent et gravitent autour d'œuvres communes, pour que les deux puissent aussi s'entendre et se comprendre. Autre point selon moi, et là ça touche directement à la manière de travailler de Iyoku Akio, le producteur exécutif, dépasser la nostalgie. Certes, jusqu'ici j'ai composé avec, et parfois c'était réussi comme avec DBS Broly, et si vous suivez mes publications régulièrement, vous savez que pour moi ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Dragon Ball est beaucoup plus fort et solide s'il propose, quitte à se foirer, mais s'il tente au moins de proposer de l'inédit et de l'original, chose que Toriyama faisait régulièrement. Et donc éviter de recréer des mythes modernes. Les œuvres légendaires sont figées dans une boucle de recyclage, empêchant l'émergence de nouveaux récits d'envergure. Alors on peut avoir une ouverture aux droits créatifs, tel qu'ils l'ont fait avec Dragon Garoli et son petit manga sur Yamcha, c'était sympathique, mais il faudrait qu'il y ait là une rencontre d'auteurs innovants, qu'il y ait une supervision des officiels, supervision mais pas non plus un contrôle absolu et une muselière, sinon ça ne sert à rien. Explorer pourquoi pas des médiums alternatifs, films d'animation d'auteurs, même sur des licences aussi énormes, de l'expérience interactive, de la narration transmédia, ça peut être cool, ça se développe de plus en plus, et puis revenir à la base, se réapproprier les codes classiques de ces mythes pour créer de nouvelles sagas, plutôt que d'étirer à l'infini les existantes. Et bien que cela n'ait pas plu à tout le monde, c'est un petit peu ce qu'avait tenté de faire en tout premier lieu Battle of Gods en 2013. Le Super Saiyan God, on s'affranchit des transformations mortelles un maximum, on implémente tout un lore nouveau, alors forcément le multivers ça aide, mais au cœur même du 7ème univers, Beerus et Whis c'était totalement novateur, et on a su créer un nouveau mythe autour d'eux, sauf que le temps passe bien trop vite et on les a déjà essorés. Pour briser ce cycle de l'éternel retour, briser cette boucle d'espoir dans laquelle les fans sont piégés, de déception ensuite et de résignation, d'un certain point de vue, il faut peut-être accepter que chaque génération doit enterrer à un moment ses mythes pour en créer de nouveaux. Il faut aussi qu'elle en soit capable, et qu'on le lui permette. Dépasser l'attachement émotionnel à une franchise pour valoriser la recherche de récits authentiques. Encourager une culture où la fin d'une saga est perçue comme un acte noble, plutôt que comme une défaite commerciale. La question se posant tout de même, comment continuer malgré tout et briser le cycle? C'est un degré de difficulté bien supplémentaire. On doit transformer la perception du suivi passif à
engagement actif tel que cité plus tôt, redéfinir notre rapport aux œuvres, c'est important. Je pense qu'il faut vraiment éviter la critique absolument émotionnelle, stérile, le divertissement de surface et poser des arguments clairs en diffusant des analyses exigeantes pour structurer le débat, qu'elles soient nuancées, mesurées et que chacun puisse en prendre conscience, au-delà des titres, des miniatures ou autres qui ne sont que accroches et vitrines. Soutenir sélectivement ce qui va dans la bonne direction, ou du moins ce qui y va selon vous, aussi bien au niveau de ces analyses exigeantes, mais aussi en tant qu'œuvres qui sont produites par les officiels directement. Forcément, si Daima ne plaît pas mais que le Goku SJ4 est acheté dans tous les jeux vidéo, ça peut envoyer des signaux un petit peu contre-productifs. Donner de la force à un fan manga, une fan animation peut également apporter certains éclairages. Les évolutions de consommation au niveau des goodies ou de demandes qui peuvent être formulées, par exemple au Japon, c'est connu que l'on peut envoyer des mails, des lettres ou autres pour formuler des attentes, ça a son poids. Les réseaux sociaux actuellement, évidemment. D'où le fait que j'appelle à bien plus détailler, structurer, rendre audible et crédible notre parole, bien plus que de gesticuler sauvagement sur divers réseaux. Ça ne mène à rien, c'est un cycle éternel. L'élément clé ici est de passer d'une communauté qui subit, parce que même insulter sur les réseaux, ça ne mène à rien. Tu subis, à une communauté qui sélectionne, qui agit. Il faut quand même accepter que toute œuvre doit avoir une fin et j'aimerais quand même signaler le fait, bien que vous le sachiez pour la plupart déjà. En premier lieu, on a déjà dit Akira Toriyama, le type se suppose mourant avec une tumeur au cerveau, il est en train d'écrire Daima et quelque chose après. Je ne trouve pas ça cohérent du tout. Un petit one-shot ou autre, ça aurait passé, c'était mignon et tout, mais là c'est une implication qui va au-delà de ses capacités à mon sens. On en voit des vertes et des pas mûres avec par exemple One Piece et Oda. Lui aussi m'a l'air pas loin du bout du rouleau. Je parle pas de fin de vie, mais je parle de son état de santé général. Là, en épisode 18 de Daima, on a Masako Nozawa, 88 ans. Est-ce qu'on se rend compte? 88 ans. Qui est en train de crier derrière un micro pour faire le singe avec Son Goku. Vous vous rendez compte ce qu'on demande à une mamie? Alors elle est très contente de le faire, on le sait. C'est peut-être même ça qui la tient encore en forme et en vie. Ça ne m'étonnerait même pas. Enfin quand même, un peu de sérieux. Est-ce que tout cela posé sur le papier vous paraît crédible? Et le reste du staff, il y a énormément de personnes vieillissantes sur le déclin ou autre. Véritablement, c'est trop. Dragon Ball peut également briser ce cycle-là, ce qui nous mène donc à accepter que toute œuvre et toute chose a une fin. Mais si on veut rester optimiste, à bâtir et soutenir de nouveaux mythes, que cela soit d'autres œuvres, mais aussi au cœur de Dragon Ball, un renouvellement de l'œuvre, si on veut vraiment insister, avec la nouvelle génération, avec Goten, Trunks, Saiyan Universis, Oob, Bra, Pan, Gohan, Goku et Vegeta toujours là, mais plus en retrait. Et au contraire, leurs actions, leurs interactions auront encore plus de saveur qu'au préalable, tellement elles seront devenues rares et précieuses. Construire quelque chose également pour l'avenir, car là, si quelque chose s'écroule dans les plans de Hakyo Yoku, si quelque chose ne tourne pas rond, que cela soit sur le plan humain ou matériel, que va-t-il faire? Rien n'est construit pour le moment. À la limite, Toyotaro a plus de chances de s'émanciper avec une suite post-28e tournoi que Yoku avec ses projets. Yoku a bien précisé dans sa dernière interview qu'il est difficile de correspondre avec de nouveaux projets Dragon Ball à la vision que les fans s'en font de Dragon Ball en général, tout en bouleversant un petit peu la recette. C'est un équilibre difficile auquel il s'adonne et peut-être que lui-même devrait renverser la table et proposer quelque chose de totalement nouveau. Alors certes, il va y engager des moyens financiers que je n'imagine même pas et que je ne serais peut-être pas prêt moi-même à poser sur la table si je les avais pour le bien de Dragon Ball. Il faut être aussi honnête. Ce sont des vies, des emplois directs, des emplois induits, c'est une industrie colossale. Le mec ne s'est pas engagé dans la capsule Corp Tokyo pour 10 ans pour rien, mais peut-être qu'en restant dans cette sorte de zone de confort qu'il perçoit pour les fans ainsi que pour lui-même, pourrait-il être brusqué par un revirement direct, soudain, trop soudain de direction et un virage que lui-même et ses équipes restantes ne pourraient pas prendre. L'épisode 18 de Dragon Ball Daima n'est que le fruit de tout ce que je viens de décrire et même bien plus encore. On a des propositions intéressantes dans Daima, le grand royaume des démons, le voyage, l'exploration, le récit intimiste de la part de Toriyama, mais tout ce que l'on a là dans ce dernier quart d'heure, un Goma qui ressemble de plus en plus à Jiren, un Goku qui vient d'activer le Super Saiyan 3 et passe à un simili SSJ4 qui en interne déjà était appelé SSJ4 par les équipes. Est-ce que ça changera au final ou pas? Je ne sais pas. On sait que Gohan Beast s'appelait Final Gohan. Du côté de Toanimation, Kale s'appelait la Fille Broly. On l'a vu de nos propres yeux. On nous sort un Purunga rouge qui s'appelle Purunga. En interne, il est d'ailleurs aussi nommé comme ça. Alors pour Purunga, on peut reboucler avec le lore et tout. On ne sait jamais les Namek qui ont migré et tout. Bon, pourquoi pas. Pour le Super Saiyan 4, on sent que c'est l'étude de marché, on sent que c'est toute cette méthodologie Yoku. Je ne peux pas en préjuger, je n'ai pas la réponse, mais je ne serais pas étonné que Toriyama se fichait totalement d'intégrer ce SSJ4. Peut-être aura-t-on une interview qui prouve qu'il avait cela à cœur. Je perçois cette série Daima comme super-héros, c'est-à-dire que Toriyama avait son récit qui lui est propre, avec Piccolo qui ne souhaitait mettre au centre, et Yoku, en guise de collaborateur ainsi qu'ami et bras droit, est venu lui susurrer à l'oreille que bon, si tu mettais Gohan par devant Piccolo, ça répondra à pas mal d'attentes du public, ainsi que commercial. Toriyama n'était pas parti sur ça.
ça. Et je suis sûr que vu son état de santé, si ce n'est pour laisser un joli pécule à ses héritiers, il n'avait que faire de l'argent à ce stade-là et savait qu'il ne l'emporterait pas avec lui. Toriyama avait donc ses récits de cœur qu'il tentait d'implémenter et derrière on avait la surcouche Hyoku qui semble de plus en plus tirer sur la corde, notamment depuis des itérations encore plus modernes comme Super Hero et One Beast, comme là avec le SSJ4. J'ai beaucoup apprécié l'animation. Sur le plan sonore, on a aussi des efforts en lien avec ça. Combien de fans, moi y compris, ont demandé le retour des bruitages à la DBZ? On les a. Si Kikuchi, le compositeur de DBZ, n'était pas mort, je suis sûr qu'on l'aurait. Ça sonnerait peut-être faux, mais on l'aurait. Parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a dans le cœur. Pour certains, on l'a dans l'âme. J'ai passé un bon moment devant l'épisode. J'ai trouvé qu'il est passé assez vite, je me suis pas du tout ennuyé. Pour une fois, on a un épisode qui s'ouvre directement dans le flot d'une action qui se veut trépidante. Goku SSJ3 au début, on en parle trop peu, mais je le trouve terriblement classe. Très électrifié, les éclairs dans tous les sens. Le combat face à Goma, il y a une iconisation du Goku SSJ3 qui fonctionne vraiment alors que la transformation est vieille comme le monde. Les phases avec Ku et Dou, ce duo est vraiment adorable. J'aime beaucoup ce qu'il propose. La phase de power-up avec Dou, alors franchement, j'irai pas aussi loin que tout ce qu'on a vu sur les réseaux, hein, vous savez. Oui, Dou est devenu SSJ3, etc. Non, pas besoin. C'est de l'humour là. Oui, il y a eu un petit power-up, mais pas tant que ça. Ça a pas tenu longtemps, ça a pas fait grand-chose. Pour la simple et bonne raison que bon, Ku sait comment fonctionne son frère. Il lui a apporté le cookie au chocolat, bon, une petite blague à la Toriyama. L'autre, il a grignoté ça. Il a eu un coup de boost au moral. Le glucose est monté dans le sang, petit pic d'insuline. Il s'est senti boosté pendant quelques instants. Au-delà de ça, la transformation physique, à mon sens, n'en est pas une foncièrement. Majin Dou et Ku proviennent de l'essence de Boo, sortie du cocon, et celui-ci pouvait changer son apparence physique. Ça a été un petit peu plus mis en avant par l'anime, mais ça fonctionne aussi dans le manga. Il a juste fait ça en fait, sachant que Boo, Majin Buu, le nôtre d'époque, copiait ce qu'il voyait. Je fais mon fameux rewatch de DBZ actuellement. J'en suis à Goten et Trunks qui viennent de finaliser la fusion pour votre information. Et un peu avant ça, il y a eu Goku SSJ3 face à Majin Buu. Majin Buu a recopié la manière dont Goku SSJ3 a dévié une attaque de ki. Cette attaque de ki, c'était une sorte de Kamehameha, recopiée par Majin Buu, car il l'a vu sur Goku. Majin Buu avait donc ce rôle d'éponge, qui lui-même était en référence au fait que Goku en était une. Il a vu une fois le Kamehameha de Kame Sennin, il l'a recopié sur la voiture. Des décennies plus tard, il y a Majin Buu qui lui fait la surprise du chef de la même manière. On a Majin Buu qui marche dans les pas de Buu parce qu'il en est carrément le dérivé. Donc j'ai trouvé ce passage-là plus rigolo que à prendre au sérieux. Il a eu un petit power-up, il a copié ce que fait Goku, mais voilà, c'est tout. Faire sortir son aura, tout le monde en est capable, hein, Krillin aussi. Et remodeler son corps, c'est hérité de Majin Buu. Il y a eu le petit boost moral par son frère, le cookie et le sucre, si tu veux faire une nutritionniste, et puis c'est tout. Franchement, c'est tout. Hein. J'ai pas vu plus que ça dans la scène. Il a recopié du Son Goku tant qu'il l'a pu. Voilà, avec la petite aide de Ku au préalable. Et franchement, ça a rien fait sur Goma. Hein. Ça a rien fait du tout. Et après, le type était fatigué, vraiment comme après avoir eu un pic de glycémie. Goku est quand même capable de sortir son épingle du jeu face à Goma. Il va pas pouvoir en venir à bout, c'est évident. Grosse emphase sur le troisième œil de Goma. Je vous parlais du Hogyoku de Aizen. Ben, je trouve qu'on a flirté avec ça. On a vu qu'il a eu des power-ups succincts. Et même si son apparence est similaire, sa corpulence a vachement changé en fin d'épisode, faisant penser au remodelage apporté par le Hogyoku. Et à chaque fois, l'animation nous montrait l'œil. À chaque fois. C'était parfois bref. Il fallait pas cligner des yeux soi-même. Mais c'était montré. Cette série souffre toujours à mon sens des mêmes problèmes. Hein. Le rythme, beaucoup de choses. Et le rythme, ça se ressent sur le Vegeta qui pour moi tombe mais tellement facilement. Ça s'est vu en épisode 17, là il arrive pas à revenir à la charge en 18. Il y a un truc qui cloche avec Vegeta. Voir le prince ne plus pouvoir aller au combat en si peu de temps, c'est forcément le mettre de côté parce qu'il a le SSJ3. Et en même temps, c'est lié au rythme de la série parce que le temps presse et dans 2 épisodes, c'est fini. On a encore Glorio, on a encore Neba, on a peut-être le SSJ4, peut-être qu'ils vont redevenir adultes, peut-être qu'il y a une fusion. Enfin, ça fait beaucoup. La magie est un petit peu exploitée dans l'épisode, pas autant que je l'aurais rêvé, pas autant que je l'aurais voulu, c'est certain. Elle est surtout présente du côté de Neba, me direz-vous, mais du côté de Goma, j'en attendais un petit peu plus. Elle était toujours là, mais un peu moins présente que dans l'épisode 17, et disons que le 17, c'était un petit peu le minimum syndical de la dose magique à nous fournir avec une telle entité. Et ils ont été en dessous dans le 18, donc forcément, c'était un petit peu moins saillant. On a Goma qui prend le dessus sur tout le monde est rincé. On a Kaioshin qui me donne l'impression de faire semblant d'être fatigué parce que je sais pas trop ce qu'il a fait, mais c'est vrai que les autres ont fourni un bel engagement, même Vegeta, je me plains de Vegeta, mais il s'est quand même donné, c'est évident. Tamagami en fond, il a été présent, faut pas l'oublier. On a Goma qui prépare une grosse attaque, tout cela me rappelle du Buu Gohan absorbé dans DBZ, me rappelle aussi du Ishenron à quelques reprises, notamment lorsque les pouvoirs du troisième œil se manifestent avec le faisceau. Ça me rappelle lorsque Ishenron faisait ça dans DBGT avec
les Dragon Ball sur son torse. Goku est au fond du gouffre et qui voilà, non pas l'inspecteur Gadget, mais Neba. Il est là pour confier à Son Goku un power-up. Alors là, j'ai vu des plaintes, mais en soi, elles ne sont pas valides. Je veux dire, un Namek, un Glind, un être magique, un Majin qui donne un power-up aux Saiyans, c'est commun à Dragon Ball, même en dehors des Saiyans. Saichiro, le doyen Namek, l'a fait sur Gohan et sur Krillin. Alors imaginez ce que ça donne avec le Namek de la légende, des décennies plus tard, à la fois dans la vraie vie que dans le récit, sur un Son Goku qui est devenu tellement puissant. Toujours du côté des entités magiques, on a le doyen des Kaioshin qui a éveillé le potentiel de Gohan. Tout cela, ce sont des Majin. Ça existe dans Dragon Ball. Rien de nouveau. Vraiment, la Dragon Ball reprend sa recette et l'applique avec une grosse surcouche de nostalgie parce que ce qui va émerger de Son Goku, c'est un simili SSJ4. J'ai quand même beaucoup apprécié ses effets pour la transformation de Goku. Il y a des choix artistiques véritables. Également, d'explications induites. On comprend que Neba a d'une manière ou d'une autre réveillé ce qu'il y a en Son Goku jusqu'à faire repousser sa queue. Rappelons-nous que la queue de Son Goku a été éradiquée par un Namek, par Kami. Qui d'autre que le Namek de la légende Neba pour la faire ressurgir, là où personne n'a réussi cela, y compris dans DBS, commençant à entériner le fait que Goku ne pouvait pas atteindre cette transformation par lui-même. Et si jamais mes envies pouvaient se matérialiser un jour avec ce fameux Broly qui quand même de par son développement aussi bien en manga dernièrement qu'en film à l'origine en 2018 dans DBS, via le Ikari quand même qui a été effacé du manga, mais bon, pouvait obtenir un simili SSJ4 qui lui était quasiment unique, particulier, bon là c'est foutu, ça aurait été cool, mais c'est pas impossible à l'avenir qu'il l'ait à minima, vu qu'il est à mes yeux le dernier Saiyan surpuissant qui évolue à la mortelle, purement Saiyan. Concernant Goku, et même après pendant un bon moment il ne pourra pas, car il y a une impulsion magique de la part du plus grand des magiciens Namek que nous connaissons, Neba, qui va jusqu'à restructurer l'ADN, le code génétique de Son Goku avec ses lueurs rouges qui font penser à l'opening d'un film Spider-Man ou Wolverine avec les mutants, pour réveiller en lui ce qui est évidemment lié à cette génétique Saiyan, probablement associée à des pouvoirs démoniaques, magiques. On le voit à ses yeux lorsqu'il s'éveille. Il y a la formation de la queue Saiyan qui nous est montrée. On remarque que ses cheveux restent longs, tel qu'en SSJ3, il y a juste un recolor, il n'y a pas de raccourcissement comme dans des VGT. On remarque que ses membres peuvent prendre en largeur, tels que les mains et les avant-bras, bien que j'ai trouvé qu'en animation c'était un petit peu trop, et ça faisait penser à Sonic Unleashed. Vous vous rappelez de ce jeu-là avec Sonic? Il y a une transformation bien particulière de Sonic, et bon, ça y ressemble beaucoup, et c'est un petit peu dommage. On garde des éléments orangés, aussi bien sur les effets visuels que sur le pantalon de Son Goku. Sur la version finalisée, on va beaucoup plus aller vers le rouge, un petit peu comme certains fanarts de Yamoshi d'ailleurs à une certaine époque, pouvant faire pressentir un prémisse du SSJ God pour ceux qui aiment bien théoriser. Goku devient de plus en plus bestial. Il y a parfois un petit côté marsupilami en train de s'énerver, mais bon, c'est lié à son côté un petit peu singe, Tarzan et tout ça, donc voilà. C'est l'Ozaru, le singe géant. Et puis, vous vous rappelez de cette fan animation il y a à peu près 2 ans? Elle s'appelait Légende, et on avait Goku en mode transformation, un peu SSJ4, mais surtout en mode Sun Wukong, l'inspiration originelle de Dragon Ball et de Son Goku. Je ne peux m'empêcher d'y voir un petit air de ressemblance, et ça ne m'étonnerait même pas que Akio soit tombé sur la popularité de cette vidéo-là. Il y a un gros focus sur la queue, Goku lui-même va la regarder en voulant dire mais qu'est-ce qu'elle fout là ici? Il comprend lui-même et réalise ce qu'il est en train de devenir petit à petit et reconnecte avec le Ozaru. Ça fait 2 fois dans le Dragon Ball moderne avec le Ikari de Broly et là avec ce simili SSJ4. Et on aura de jolis plans sur les yeux de Goku, là il a l'air vraiment démoniaque. Mais pendant une fraction de seconde, on a cru qu'il allait tourner mauvais. Mais vu que c'est impulsé par Neba tel qu'il l'a fait sur Tamagami 2, et ce n'est pas du coup restreint à Tamagami, ça marche aussi sur Goku par exemple, on se retrouve avec ce qui s'apparente au plus haut point au SSJ4 sur Goku Mini. Et évidemment la question, on en parlera durant la preview de l'épisode 19, est-ce qu'on va y avoir droit en adulte? C'était déjà le sujet sur la preview d'épisode 18 et ça le sera encore aussi entre autres pour le 19. La rage de Goku est explosive, du haut de ses 88 ans, Masako Nozawa est quand même pertinente, bien qu'il y a de nombreux épisodes sur lesquels je l'ai senti à côté. Faut quand même admettre que la prestation est forte, pas totalement en phase avec le personnage, mais au vu de l'âge de la dame, quand même, chapeau bas. Même Dende est choqué lorsqu'il va voir ça, le pauvre Vegeta vient d'obtenir le SSJ3, que déjà il y a quelque chose qui ressemble au 4. Espérons alors qu'il soit nommé en épisode suivant, au pire ça le sera par une figurine mais c'est dommage. Espérons qu'il soit détaillé, un peu plus expliqué, qu'il ne nous fasse pas une Gohan Beast et que cela reste sujet à nos interprétations. Je vous parlais de ces groupuscules qui se fondent, mais c'est aussi de la part des ayants droit. Au bout d'un moment, faut en donner des explications. C'est bien de nous laisser lire, suggérer des choses, mais il faut aussi savoir apporter une forme de structure, et elle y est pas toujours. Ça passe le temps d'un épisode combat, mais après il faut débriefer un petit peu de tout ça. Ça a manqué pour Vegeta SSJ3, alors qu'on a compris. Enfin bon, on aimerait un peu plus de liant vis-à-vis de Dragon Ball Z Battle of Gods et Dragon Ball Super, pourquoi Vegeta se tourne vers le SSJ2 amélioré et plus le 3. Ça c'est intéressant et ça rendrait le tout cohérent. Pour ce SSJ4, on comprend, il y a de gros indices avec Neba qui interagit pour fournir la forme à Goku, on a bien l'impression
l'impression que celle-ci n'est pas, pour le moment en tout cas, atteignable via l'entraînement. On peut se demander si Vegeta l'éveillera en épisode prochain. Pour la fusion, je vous appellerai à penser un petit peu à autre chose qu'à la classique. C'est un petit peu quand vous allez chercher la pizza, il n'y a pas que l'anchois fromage, il y a des choses un petit peu plus farfelues, c'est probablement ce qui va se produire. Je remarque que cette forme de Goku est capable de produire des éclairs, qu'elle a une aura jaune telle le Super Saiyan, que les cheveux sont beaucoup plus rouges que ce que l'on connaît du SSJ4, beaucoup plus longs, que Goku préserve le bas de ses vêtements classiques, donc orangé. La forme de sa pilosité au niveau du torse est un petit peu différente, accentue encore plus le côté singe. Avoir les extrémités supérieures qui ont grossi, c'est pas très beau à voir, mais ça lui permet d'avoir cette posture de combat plus bestiale. On va le voir galoper entre guillemets en mode singe, on va le voir s'agripper avec sa queue tel qu'il le faisait dans la forêt près du mont Paozu lorsqu'il était petit et qu'il se jetait d'une montagne, sauf que là il le fera sur le bras de Goma. Autant décrié soit-il, ce nouveau SSJ4 renoue beaucoup plus en un seul épisode avec le singe qui sommeille en Goku que le SSJ4 ne l'a fait dans DBGT, et pourtant c'est une masterclass et un classique parmi les classiques. Pour Daima, il faudra juger un petit peu plus tard, encore une fois en ayant digéré tout cela et ayant vu les épisodes suivants. Il s'apparente nettement plus à Gogeta SSJ4 et surtout aux formes Limit Breaker du Super Saiyan 4 de Dragon Ball Heroes, dont il me semble j'avais mis le thème en clôture de chacune de mes reviews précédentes quasiment sur toute la série Daima dernièrement. Coïncidence ou non, je vous laisse théoriser sur cela en zone commentaire. Goma n'en démord pas, surtout son troisième œil et le maintient à la charge. Petite remarque d'ailleurs, il fallait bel et bien un déclencheur pour que Goku parvienne à cette transformation là, ça pouvait pas popper comme ça. Ça a été Neba et au final ça a été amorcé via le Tamagami numéro 2, foreshadowing diraient les fans de One Piece, je vous taquine évidemment. On a des scènes d'animation de combat qui sont à inscrire dans les livres d'école pour tout animateur en devenir. C'est du très haut niveau et encore plus dans un animé, y compris entre guillemets saisonnier ou du moins ponctuel là comme celui-ci. C'est un petit peu un arc en soi Daima. Les attaques utilisées par Goku sont variées, je vous fais remarquer qu'il a un liseré blanchâtre très souvent autour de lui, je pense pas que ce soit innocent dans le récit ou du moins dans la présentation visuelle. Il va utiliser évidemment du Kamehameha, quand même ça fait toujours un petit truc de se dire qu'après tant d'années c'est la technique de Kame Sennin qui est utilisée tout le temps quasiment. Ça peut paraître redondant mais c'est une symbolique tellement forte depuis le temps. Le reste de la Z-Team va tenter d'y aller mais on voit que Vegeta est mis de côté. Goku aura encore besoin d'aide malgré l'éveil de cette forme là. On est à de très hauts niveaux de combat. C'est difficile de préjuger du niveau de Goma vu que l'œil n'arrête pas de le faire monter de celui de Goku. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a besoin d'être aidé parce que l'œil n'arrête pas de monter celui de Goma. C'est comme Ichigo qui arrive au Mugetsu face à Aizen. Il n'y a pas les mêmes préoccupations dans la tête des héros au cœur du scénario mais c'est la même problématique. Après avoir utilisé de sa magie ou plutôt de son ki, Goku va aussi utiliser le Kamehameha. Une scène que je trouve sublime. J'aurais juste aimé une chose. C'est peut-être très personnel ou autre mais on a Goku qui commence à faire le K de Kamehameha. C'est super classe et Goma va venir comme le stopper. Mais l'action va reprendre et Goku va refaire le Kamehameha en partant du K. J'aurais adoré qu'il poursuive à partir du Mais pour faire comprendre à Goma que bon, il l'a tapé, il l'a bousculé mais l'attaque n'est pas perturbée. Cela aurait permis d'iconiser Goku SSJ4. C'est un petit subterfuge plus subtil que le Kamehameha glissé de Goku Ultra Instinct. D'ailleurs on nous avait dit oui cet épisode là c'est le 110 de DBS et tout. Bon l'animation est meilleure que le 110 de DBS. Est-ce qu'il va marquer autant que le 110 de DBS? Je pense qu'il faut pas abuser non plus. C'est pour ça que je me suis jamais permis de vous sortir de telles bêtises. Simplement disons les choses telles qu'elles sont. On se rend compte que Glorio prend de plus en plus d'importance, qu'il s'identifie de plus en plus non pas à une flaque d'eau ou à un renard mais à Son Goku, quoique du coup c'est un petit peu un singe. Et très rapidement encore une fois problème de rythme de la série, son cœur est en train de changer de camp là où il était dans la trahison. D'ailleurs le prochain épisode est titré Trahison, mais qui trahira qui foncièrement? J'aimerais que ses capacités nous soient quand même expliquées, pourquoi il fait des éclairs de cette nature là. On avait vu Shin réagir à ses pouvoirs qui paraissaient démesurés et atypiques. Voilà, il faudrait quand même l'expliquer, il reste que 2 épisodes, ça aussi ça risque de passer à la trappe. Piccolo qui va nous refaire un Macaco Sapo, tandis que Vegeta est tristement spectateur, même pas montré de cette scène là. Ça me paraît quand même bizarre de ne pas le voir agir ainsi, mais je pense que c'est pour le mettre de côté vis-à-vis de scènes futures. Le Glorio et Piccolo face à Goma, c'est pas très logique que Goma mette autant de temps à avoir une magie qu'il est sur classe. On va dire que c'est la force de l'amour, de l'amitié et du courage. On sait ce que c'est un climax d'animé, mais que pouvons-nous lui reprocher visuellement? Franchement, rien. Et en plus, ils ont quand même osé, on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, nous proposer un Goku SSJ4 qui en quelque sorte perd. Les capacités de Goma sont si démesurées que Goku SSJ4 ne suffira pas. Le troisième œil prend toujours le dessus sur Goma, on en arrive sur le Goma géant, alors c'était pas dégueulasse, c'était pas saccadé ni rien, c'était plutôt cool même à voir. Si c'est moi qui le dis pour un géant, c'est que quand même l'effort de mise en scène était plutôt sympa. L'œil maléfique s'embrase plus que jamais, on flirte avec des notions de violet, de mauve en termes de visuel. Goma surplombe tous les personnages, Goku SSJ4 y compris, et sa puissance, je dis SSJ4, c'est celui de Daima. Ses capacités vont au-delà de ce que Goku vient de nous sortir. Ils ont réussi à faire un Goku, peu importe que le design vous plaise ou pas, qui est efficace au combat et qui perd. Ça franchement je le salue. Et c'est rare dans Dragon
Ball, surtout dans une série Daima dans laquelle Goku et ses alliés ont roulé sur absolument tous les obstacles. Pas un seul ne leur a résisté. Neba fournit un power-up de fou à Tamagami, c'est pas grave, j'ai le SSJ3, tout a marché pour la Z-Team, et bien pas là. Encore heureux. Et c'est plutôt bien fait. Ce Goku SSJ4 ne laissera personne de marbre. Positivement, négativement, cela est à votre discrétion. Mais il fera réagir, c'est certain, et c'est déjà une première étape de réussite. On aura eu le temps de voir ce dont il est capable, mais partira tout de même relativement vite. Goma le dépossédera en quelque sorte de ses pouvoirs jusqu'à la forme de base. On remarque que la queue repart, sous-entendant une fois de plus que ce pouvoir est disponible que si tu te rends chez Neba, que si tu te rends dans le grand royaume des démons. Ce n'est pas une forme accessible par l'entraînement, ce n'est pas une forme accessible à volonté, à force de penser à un singe et de manger des bananes, je vais me transformer en SSJ4 Majin, ça marche pas comme ça. Ça a l'air encore plus difficile à obtenir que les pouvoirs divins. D'où le fait d'ailleurs qu'il était important pour une fois pour Toriyama de nous présenter un récit ou Yoku peu importe qui se déroule avant DBS lui-même. Car après ce pouvoir-là n'avait pas forcément lieu d'être, mais par contre une fois qu'il a été implémenté ici dans la chronologie, peut revenir plus tard. Et ça c'est intéressant. Si Super rebondit sur les événements de Daima via le manga ou autre, Goku est mis hors jeu, Ibis pour le moment ne sert à rien, Glorio va récupérer les Dragon Ball, il y en a que 3, c'est pratique, Arinsu va faire de sorte à ce que le dragon arrive, Glorio a fait Namek LV2 quand il était au collège, donc il peut l'invoquer, il se remémore tous les bons moments passés avec cette équipe-là, il les a trahis pendant 18 épisodes, mais peut-être qu'au 19e il va les aider, on sait jamais. J'espère que ce type-là a des motivations bien plus développées qu'on ne le croit, le prochain épisode sera sûrement centré sur lui, espérons que ce que l'on a aperçu dans l'opening avec cette sorte entre guillemets de tombe ou de stèle hommage est un lien avec Glorio et ses réelles ambitions, ce qui voudrait dire que face aux vœux à prononcer, il aurait 3 options. Aider Arinsu et faire ce qu'elle lui demande, réaliser son propre vœu, pourquoi pas ressusciter une personne, un être cher, c'est assez récurrent dans Dragon Ball, Coucou Jiren, ou bien aider la Z-Team, 3e choix. Le dragon est invoqué, sans surprise, en tout cas si vous suivez ma chaîne, un Porunga rouge. Là où c'est surprenant, c'est quand même qu'il s'appelle Porunga. Alors c'est qui Dodorusi? Est-ce que c'est le vrai nom de Neba? Est-ce que le clan du dragon chez les Namek, Kami, Saichiro, Muri, tout ça en font partie? Ces magiciens là, pourquoi pas Monaito et tout? Ces types là seraient des descendants de Neba? Neba lui-même serait à l'origine du clan du dragon? Neba était-il le dragon Dodorusi qui se serait personnifié en tant que Namek? Ce serait très beau au cœur du récit. Ce Namek aurait créé ce peuple, aurait créé le livre des légendes Namek dans lequel est inscrite la légende de Yamoshi dont l'âme a pu rencontrer Saichiro lui-même. Je vous parlais de Yamoshi tout à l'heure et du visuel de ce Goku. Je trouve aussi que le visuel de Yamoshi ou du Super Saiyan God aperçu dans DBZ Battle of Gods est aussi ressemblant en termes de tonalité de couleur. Et ça ressemble pas mal à ce que ce Porunga dégage aussi en termes de visuel. Porunga qui va mettre une raclée dantesque, on se rend compte à quel point il est surpuissant, c'est pas de la rigolade, il est nettement plus petit que Super Shenron. Se pose la question vis-à-vis du dieu dragon Zarama, descendant de Neba, ou bien préexistait-il auparavant? C'est difficile à dire parce qu'on se rend compte que les dieux dans Dragon Ball n'en sont pas. Quid des anges, de Zeno et tout ça, faudra que ça soit expliqué, mais pour le moment, le monde originel c'était les Majin et ils ont créé le multivers. Et vu que les dieux que l'on connaît régissent le multivers, il apparaît que le monde des Majin les précédait. Et donc ils ne sont des dieux qu'en apparence parce qu'ils ont des capacités, une longévité qui dépasse tout entendement pour les mortels. Et encore les dieux sont souvent mortels aussi. Tous les dieux de DBS apparaissent plutôt comme des êtres améliorés, mais à des années-lumière de ce que les Majin, le Super Majin Rimus, ont pu créer. Je vais loin, mais volontairement, parce qu'il y a un cycle de réincarnation du dragon. Par exemple, un dragon préexiste, imaginons Dodorusi le premier, celui-ci finit sa vie en tant qu'être entité Namek et doit donner vie à un autre dragon, Porunga, sauf que Neba aurait peut-être brisé le cycle et aurait permis à un peuple Namek de prendre vie. Peut-être est-il le père des Namek, qui eux-mêmes ont perpétué cela en créant d'autres Namek et d'autres dragons, d'où le fait qu'il soit capable de s'auto-reproduire. Ça pourrait expliquer pas mal de choses à vrai dire. Visuellement, la scène me donne l'impression d'avoir C17 face à Super Shenron prêt à faire un vœu, vraiment visuellement, avec ces petits liserés dorés autour de Glorio, le choix qui est pressenti vis-à-vis du vœu, la petite tension que le moment suggère, Neba qui constate quasiment impuissant cela, se pose la question pour Neba, est-il allié ou pas? Bon, à ce stade-là, on a l'impression grandement qu'il est allié. Est-ce qu'il voulait à tout prix pousser le dragon à apparaître? En même temps, me direz-vous, c'est son dragon, il n'avait pas besoin des autres pour le faire apparaître, mais il y a peut-être une raison. Pour le moment, la balance penche plutôt vers l'allié, mais sait-on jamais. Ça fait d'ailleurs pas mal de possibilités pour l'ennemi en épisode prochain. Encore Goma, mais déjà il vient de se prendre une raclée par Porunga, Degesu dans les parages, Arinsu, mais que peut-elle faire désormais, démunie du langage Namek? Neba lui-même qui évoluerait, Goma,
Le troisième œil, ne l'oublions pas, ça reste une entité un petit peu différente de Goma. Il l'utilise comme réceptacle, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet œil? Il y a un autre roi qu'il va falloir dégommer au prochain épisode? Est-ce que c'est Goma qui va dégénérer, devenir encore plus grand? On va aller dans la démesure, une fois Porunga parti, il sera encore plus puissant. Est-il bon dans le récit de le préserver en tant que grand ennemi alors que Porunga, avec une petite pichenette, telle qu'il le dirait dans la VF de DBZ ou du manga, l'a repoussé et l'a décrédibilisé désormais? En tout cas, il y a une remarque assez intéressante qui a été faite au travers des réseaux, c'est qu'à la fin de ses paroles en Namek, Glorio dit un terme qui s'apparente à child up. Child, ça fait penser à child en anglais, ou children, les enfants. Alors est-ce qu'il y a une forme d'anglicisme au cœur du langage Namek afin que Glorio demande à Porunga, rouge, évidemment comme l'Orangina, vous avez deux couleurs, de faire passer la Z-Team qui est enfant en adulte et du coup sacrifie son propre vœu s'il en a un et sacrifie celui de Harinsu, d'où le fait que le prochain épisode serait titré Trahison. Bon, je prends un petit peu d'avance sur mon analyse de preview, mais c'est pas grave, on s'en parlera un petit peu plus en détail plus tard. C'est une thèse qui mérite tout de même notre attention. Pour conclure cette review qui sera peut-être la plus longue que je n'ai jamais proposée, en tout cas sur Daima, ça m'a l'air bien parti, je tiens à vous notifier du fait que désormais c'est bon et on le sait grâce à Herms98, les lettres en rouge sont toutes utilisées dans Dragon Ball Daima jusqu'à l'épisode 20, les fameux Dakuten en japonais. Là ce n'est pas encore coché, mais avec le 20e on a déjà le titre, c'est bon, on a tout. Est-ce que c'est un simple choix arbitraire ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant au-delà? On ne le sait toujours pas. Notre affaire avance à un rythme assez modéré, mais je vous en tiens informé, je sais que ça titille l'esprit de certains d'entre vous qui m'en parlent assez régulièrement en me disant mais on en est où là des lettres en rouge? Donc je vous le partage. Est-ce que ça va ouvrir une porte vers quelque chose de plus grand? Est-ce qu'il y a un jeu de mots que l'on n'a toujours pas perçu? Est-ce que l'on va dériver après les Dakuten au Handakuten? Je n'ai pas l'expertise suffisante en japonais pour en prédire, sachant qu'ils sont au nombre de 5. Est-ce qu'ils font un lien avec une annonce Dragon Ballesque à la suite, avec un nouvel arc narratif, avec un nouveau film? Certains ont peur vis-à-vis du Porunga rouge, car Porunga en japonais ça veut dire le dieu des rêves. Et certains se disent oh putain de merde, si vous me permettez l'expression et la vulgarité pour une fois, le dieu des rêves, là on a l'ultime, pas le petit maigrelet de Namek, mais l'originel en rouge. Peut-être qu'il va transférer toute cette histoire de Daima comme si c'était un rêve pour Goku et ses alliés, pour qu'ils ne reviennent plus jamais au Daimakai, pour que toute cette histoire ne soit qu'un rêve et Goku s'éveille en fin de série. Ce serait un rêve pour lui, mais il l'aurait réellement vécu, c'est juste Porunga rouge qui aurait transformé la perception de la scène. Bon, c'est de la théorie assez croustillante, je sais qu'elle va plaire à beaucoup et déplaire à nombre d'autres. En tout cas, si la thèse du rêve est utilisée ainsi, à savoir que les faits ont réellement été vécus mais sont perçus par les héros comme des rêves, c'est mieux que la thèse que je vous avais présentée une fois, comme quoi tout Dragon Ball Super serait un rêve, et rien qu'un rêve, parce que dans ce cas-là, rien n'est vécu par les personnages, et aussi onirique que soit le voyage, il y a ce petit côté frustrant à la Link's Awakening Zelda. Cela met un terme à cette review, à ce tour d'horizon de l'épisode 18 de Dragon Ball Daima, mais très sincèrement, aussi longue que fut cette review, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit mot de passe, SSJ4 à la tomate, c'est un petit peu comme les miettes de thon, hein, tu mets une sauce tomate et ça change de couleur, parfois les formes dans Dragon Ball ça fonctionne un petit peu comme ça, et malgré cette longueur de review, sachez que je suis loin d'avoir déployé tout ce que j'ai en tête et c'est plus que légitimement votre cas. Alors évidemment, il y a la zone commentaire sous cette vidéo là, mais aussi et surtout, si ma santé le permet, car pour vous faire une confidence en fin de vidéo, elle est loin d'être au top actuellement, mais ce n'est pas grave, et j'aimerais beaucoup vous proposer un stream. Je ne peux actuellement pas vous promettre de date, d'heure, de jour. Je ne souhaite pas vous décevoir si cela ne prend pas forme, mais sachez que c'est une volonté vraiment première de ma part. J'aimerais beaucoup lancer un stream sur ça. Je n'ai pas encore décidé de son format, n'hésitez pas à me le communiquer en zone commentaire. Ça peut être un stream un petit peu classique à l'ancienne et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Questions-réponses avec vous dans le chat, etc. Ça peut être aussi de la radio libre pour monter directement en vocal. Tout est envisageable et chacune des formules me convient. C'est donc probablement, je dirais, quelque chose qui arrive sous peu. J'espère vous y retrouver nombreux. Il y aura le lien dans la description pour rejoindre le serveur Discord qui vous permet de monter en vocal le cas échéant. Mettez un pouce bleu, un pouce en l'air, surtout sur des contenus longs comme ça, d'autant plus qu'ils débutent par un tel développement qui a peut-être perdu beaucoup de ses spectateurs en cours. Mais bon, j'ai voulu prendre le risque, j'en demande à Ioku. Alors pourquoi moi-même n'en prendrais-je pas? N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour soutenir l'initiative, ça ne veut pas dire que ce sera le cas à chaque review, c'est évidemment ponctuel, sporadique. À vous abonner et activer la cloche, j'espère que le temps fut agréable en ma compagnie, il le fut clairement en m'exprimant auprès de vous. Merci de nouveau, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.